les jeunes représentent plus de 60% de la population malienne. Plus de 300 000 d'entre eux arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, mais moins de 10% intègrent la fonction publique. D'après certaines données, la situation sociopolitique née de la crise sécuritaire de 2012 a amplifié la précarité des jeunes qui étaient déjà confrontés au chômage. Pour satisfaire des besoins ou fuir le chômage, pour beaucoup, entreprendre devient une alternative. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les principales qualités à développer? Entrepreneuriat, les préalables pour se lancer, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et merci de nous retrouver dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Entrepreneuriat, les préalables pour se lancer, c'est le thème de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité spécial. Néné Keita est la directrice générale de Yelema Consulting. C'est en août 2019 qu'elle a fondé à Bamako son cabinet de conseil en stratégie management des startups, des PME et des organisations. À ce jour, elle accompagne plus d'une centaine d'entrepreneurs dans la structuration de leur business plan notamment. Depuis juillet 2022, la franco-malienne a lancé sa seconde structure, mais cette fois-ci en France. Dénommée Eldora Africa, cette entreprise est également dédiée à l'accompagnement, à la formation et au coaching des entrepreneurs et porteurs de projets au sein de la diaspora. Avant de se mettre à son compte, Néné Keita a travaillé dans plusieurs structures. Elle a été coordinatrice pays de Make Sense Africa au Mali entre juin 2020 et février 2021. À travers cette association de droit sénégalais, Mme Keita a entre autres managé la mise en œuvre des projets Collab Santé et Tech for Sahel. En tant que business development et recherche de partenaires, durant 2 ans entre 2017 et 2019, Néné Keita a été directrice de l'incubateur Diaspo Hub. C'est ainsi qu'elle a piloté l'appel à projets et assuré le suivi-évaluation de 9 porteurs de projets. Toujours dans le secteur du conseil en 2016 à Paris, la jeune malienne a travaillé en tant que chasseuse de tête au sein de Upwork Consulting, ce qui lui permet de maîtriser les techniques d'approche directe sur les réseaux sociaux et les relations candidats-clients. En janvier 2015, quelques mois après son départ de la Société Générale Paris où elle occupait le poste de chargée de projet RH international, un cas de ses initiales s'est rendu à Londres où elle a travaillé à Communicade en qualité de formatrice en management interculturel. Consultante, formatrice en entrepreneuriat et gestion de projet, Néné Keita est titulaire de plusieurs diplômes et certificats obtenus dans des prestigieuses écoles et universités. En août 2019, elle a bénéficié du programme Mandela Washington Fellowship sur l'entrepreneuriat de l'Université d'Atlanta aux États-Unis. Madame Keita est titulaire de 2 masters, un en management stratégie internationale de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, obtenu en 2015, et un autre de Sciences Po Paris, en management des organisations et des ressources humaines, décroché en 2014. Elle a aussi un bachelor en sciences sociales, obtenu en 2012 à l'Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Mariée, Néné Keita parle couramment anglais. Elle est l'invitée principale de Entreprendre. L'entrepreneur formatrice Néné Keita m'a rejoint. Bonsoir Madame Keita et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. À travers vos cabinets de conseil en stratégie et management, Yelema Consulting et Eldora Afrique, vous accompagnez des startups et des PME? Effectivement, on accompagne des startups, des PME et des entrepreneurs au Mali et dans la diaspora. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? Concrètement, notre travail consiste à accompagner les entreprises qui sont à un stade de développement donné pour les accompagner à aller au stade supérieur. Et donc on les accompagne à travers du conseil, de l'accompagnement et des formations qui ont pour objectif justement de les accompagner, de les mettre en condition pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et faire grandir l'entreprise. Vous avez donc 2 cabinets, un cabinet en France et un cabinet au Mali. Donc en direction de la diaspora ou pas forcément? Alors Yelema Consulting, du coup, c'est l'entreprise malienne que j'ai créée en 2019.
Et Eldor Africa, c'est donc la petite sœur de Yelema Consulting dédiée à la diaspora en France. Ils sont nombreux à s'être lancés dans l'entrepreneuriat pour échapper au chômage. Mais doit-on entreprendre juste pour échapper au manque de travail? Nous en parlons dans ce grand angle signé Marietou Diallo et Ibrahim Babi. Au Mali, comme dans bon nombre de pays de la sous-région, l'entrepreneuriat est considéré comme un moyen de réduction du chômage et de la pauvreté. Des milliers de jeunes hommes et femmes s'y sont lancés ces dernières années dans divers domaines. J'ai fait mes études supérieures en France pendant 8 ans. Et quand j'y étais, j'ai ma sœur qui, les dimanches, travaillait pour un food truck, une petite camionnette, qui faisait restauration et qui proposait des smoothies au marché. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, les smoothies marchaient très très bien. Je me suis dit, waouh, ce serait quand même une bonne idée de reproduire ça au Mali avec tous les fruits qu'on a, avec vraiment même des feuilles comme l'hibiscus, comme le tamarin. On pourrait faire des cocktails assez intéressants et on pourrait proposer une nouveauté aux Maliens. Donc mon premier plan, c'était vraiment le food truck, mais après avec l'électricité, avec les charges que ça allait engendrer, avec l'état même de la ville, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de faire un restaurant d'abord et après aller vers le food truck. Donc ça, c'est ce qui m'avait motivé à le faire. J'ai eu la chance d'avoir une mère entrepreneur. Donc ma mère qui a créé l'entreprise, une entreprise qui a commencé depuis les années 92. Elle était à la maison, elle transformait et petit à petit, son marché a grandi, les demandes ont été, elle a pu investir au fil des ans. Et moi, j'ai fini mes études en 2008 au Maroc. Je suis rentrée au Mali. Et quand je suis rentrée, j'ai fait une année de stage un peu partout. J'ai travaillé dans des ONG et autres. Et après, j'ai vu l'intérêt que les céréales ont au Mali. Donc, c'était une opportunité pour moi à saisir puisque ma mère n'arrêtait pas de me dire de venir travailler avec elle, de l'aider à développer l'entreprise. Elle voulait quitter l'artisanat pour aller vers l'industrie. Et donc, moi, j'ai fait des études de finance et c'était intéressant pour moi de l'aider à développer cette idée et j'ai aussi pris de passion pour la transformation avec elle. Le manque d'opportunités et d'encadrement pour trouver un emploi salarié incite plus d'un à entreprendre. Ce qui fait qu'on retrouve deux principaux types d'entrepreneurs, ceux que l'on appelle entrepreneurs de croissance. Ils ont généralement une vision à long terme et créent des entreprises dynamiques qui évoluent avec le temps est capable d'offrir des opportunités d'emploi et des revenus à des personnes extérieures. À l'opposé, il y a des entrepreneurs de subsistance. Ils se lancent généralement dans une activité pour simplement obtenir des revenus de subsistance. Cette catégorie ne crée pas et n'aspire pas à créer des opportunités d'emploi pour des personnes extérieures à leur cercle familial. D'où la nécessité, selon les spécialistes, de maîtriser le b.a.-ba avant de se lancer. Nous entreprenons pour apporter une solution à un problème ou à un besoin identifié. Donc nous entreprenons fondamentalement pour apporter une solution. Et de l'autre côté, nous entreprenons pour la saisie d'une opportunité. Dans les deux cas, le b.a.-ba, ici, il s'agit tout simplement de pouvoir identifier un besoin, un problème ou une demande sur un marché bien donné. Et à partir de ce moment, de réfléchir à comment conceptualiser, comment initier une solution qui viendra répondre à ce besoin ou encore à cette demande. Parmi les b.a.-ba, il y a le fait de se faire former, de se cultiver, notamment en lien avec l'activité dans laquelle on souhaite se lancer. Il faut avoir un certain recul sur cette activité-là, s'informer, se cultiver auprès des gens, mais également sur son environnement. Deuxième chose, je pense qu'il faut savoir choisir un domaine qui vous passionne. Il faut entreprendre dans un domaine qui vous passionne, c'est très important. Et cela vous donne envie de travailler, de réussir chaque jour dans votre activité. Troisième chose, il faut savoir gérer les finances. Les finances au sein de l'entreprise, c'est très important. La survie de l'entreprise dépend de cela en partie. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine discipline financière dans la conduite de vos activités de tous les jours. La recherche du gain rapide, le mimétisme ou encore l'obstination à vendre un produit dont les gens ne veulent pas
sont autant de pièges à éviter, selon Hamidou Diko, l'auteur du livre « Entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir pour réussir ». Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut un minimum de traçabilité, notamment sur le plan financier. Cela est important pour le promoteur lui-même, pour savoir ce qu'il met dans son activité, ce qu'il gagne, mais également cela peut le servir lorsqu'il a besoin de recourir à des partenaires financiers, par exemple. Comme piège à éviter, je dirais qu'il faut éviter de compter dès le départ sur le crédit bancaire. Cela peut vous retarder dans la mise en œuvre de votre activité. Donc s'il est même possible en quelque sorte de phaser votre projet, de commencer avec les ressources financières que vous pouvez avoir à votre propre disposition ou auprès de personnes proches, cela peut vous permettre d'avancer. Mais en tout cas, une erreur à éviter ou un piège à éviter, c'est de compter dès le départ sur le crédit bancaire. Bien sûr, il y a d'autres formes de financement qui peuvent être plus adaptées au départ que le crédit bancaire. Le choix de collaborateurs, à ce niveau-là, il faut vraiment éviter d'associer le social au recrutement des personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, il faut vraiment gérer le social dans le choix des personnes avec lesquelles vous allez travailler. L'accès au financement à des taux préférentiels, les taux élevés des facteurs de production et le manque de formation adéquate sont quelques obstacles auxquels les entrepreneurs sont le plus souvent confrontés, ce qui n'incite visiblement pas d'autres à se lancer. La plupart des entrepreneurs ont des difficultés à avoir accès aux finances auprès des banques, aux institutions et autres. Mais ces dernières années, je vois que ces 10 dernières années, il y a beaucoup plus de projets, de petits projets par exemple, qui appuient les jeunes entrepreneurs. Donc, il faut aller vers ces projets pour avoir des petits fonds et avancer. C'est difficile pour nous d'être concurrentiels avec des produits importés parce que les coûts de production sont super élevés. Quand tu achètes les machines à l'extérieur, le coût de l'électricité est très élevé au Mali aussi quand vous utilisez des machines pour produire. Donc, on peut pas être sur les mêmes bases que, par exemple, ceux qui sont dans l'informel. Donc, c'est un peu la difficulté d'entreprendre au Mali. Le plus dur, ce n'est pas de trouver l'idée, ce n'est même pas de la matérialiser, mais le plus dur, c'est de rester constant. Le plus dur, c'est la rigueur, c'est de maintenir l'idée en vie, de la faire grandir. Compte tenu des résultats socio-économiques du secteur entrepreneurial en matière de réduction de la pauvreté et du grand banditisme, notamment les zones de conflit, de nombreux programmes publics et privés ont vu le jour lors de cette dernière décennie. Des incubateurs de projets, des structures de formation et d'accompagnement ont été initiés. Le cœur de métier, c'est l'accompagnement des entreprises pour leur passage à l'échelle, pour le développement du secteur privé. Nous intervenons également dans le renforcement de capacité des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Et dans ce sens-là, nous intervenons à 2 niveaux. Renforcement de capacité des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle à travers l'accompagnement pour la rédaction des CV, également sur comment tenir un entretien d'embauche et bien d'autres formations liées à renforcer l'employabilité des jeunes. Et de l'autre côté, nous les accompagnons surtout à être des entrepreneurs à travers de l'auto-emploi. Nous assistons les jeunes à structurer, à initier déjà des projets, à les structurer, à les développer et nous les aidons à trouver des financements pour leurs projets. Vous voulez faire, tout ce que vous avez envie de lancer, tout ce que vous voulez atteindre, un long objectif, vous voulez réellement réaliser quelque chose de grand, commencez par aller apprendre ce métier-là. Commencez par vous former, vous informer et vous performer. Et surtout, ne vous précipitez pas. Okay? Soyez pressé, mais ne vous précipitez pas. Ça veut dire quoi? Commencez et soyez patient dans le domaine. Vous ne pouvez pas atteindre en une année ce que d'autres ont mis 20 ans à pouvoir réaliser. Il va vous falloir du temps, de la persévérance, de la constance et de la régularité. Lancez-vous dans plusieurs domaines, peut-être dans un début, mais une fois que vous sentez que vous avez une préférence ou bien vous avez une habilité ou un talent pour un domaine, restez concentré sur ce domaine-là sur une longue période. Faites en sorte de devenir le meilleur dans ce domaine-là. D'après les données du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, chaque année, plus de 300 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Sur le plan continental,
On estime que chaque année, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail. Mais dans le même temps, les statistiques montrent que seuls 3 millions d'emplois formels sont créés par an en Afrique, ce qui, à en croire certains, montre la nécessité d'auto-entreprendre. On va bien sûr revenir en détail sur certaines choses qui ont été évoquées dans ce grand angle. Mais Madame Keita, comment jugez-vous l'écosystème entrepreneurial national? Alors, l'écosystème malien, il a connu une très forte croissance. Moi, par exemple, quand je m'installais au Mali en 2017, on comptait que quelques incubateurs. Aujourd'hui, quand on regarde, on est à des dizaines d'incubateurs. Donc, on sent qu'il y a vraiment eu une dynamique et un élan vers l'entrepreneuriat qui a été accompagné aussi par des structures d'accompagnement. Donc, un écosystème qui est très dynamique et qui est en train de monter en flèche. Eric Agbobé nous a rejoint. Il est directeur associé chargé des opérations Impact Bamako. Bonsoir Eric Agbobé et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Impact Bamako est dans le paysage entrepreneurial national depuis un bon bout de temps. Tout à fait. Depuis 2015, Impact Bamako existe et depuis 2015, nous accompagnons les entrepreneurs à travers l'incubation et l'accélération. Et pour cela, nous leur offrons trois ouvertures. Nous avons ce qu'on appelle l'espace de coworking qui leur permet au fait d'avoir un bureau pour démarrer leur activité et les empêcher, peut-être leur permettre au fait d'avoir un cadre à moins de coûts qui leur permettra de pouvoir démarrer leur activité. Nous proposons également des formations et des séances de coaching aussi pour les accompagner notamment pour mieux développer leur entreprise. Et en troisième volet, nous les aidons à mettre en place ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire à créer un réseau pour eux, et éventuellement aussi à les faire donner des ouvertures pour des financements. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet, on va voir cette première infographie qui va nous emmener à parler du marché malien de l'emploi. On parle de 300 000 jeunes qui chaque année débarquent dans le marché de l'emploi. Sur les 300 000 jeunes, seuls 10% sont employés par l'État. L'État ne veut pas employer tout le monde. L'État ne peut pas employer tout le monde et ce n'est pas le rôle de l'État d'employer tout le monde. Il y a un secteur privé justement qui est là, qui doit normalement générer ces emplois et le rôle de l'État normalement est d'assurer les missions régaliennes pour permettre à ce secteur privé de se développer et justement de pouvoir pourvoir des emplois. Donc c'est normal que l'État ne soit pas le premier employeur dans un pays. Pour compléter ce qu'elle dit, c'est que l'État aussi doit peut-être créer les conditions qu'il faut aussi pour permettre au secteur privé de le supporter, notamment dans la création d'emplois. Et ces conditions passent notamment par des facilités, par des ouvertures et aussi par des lois qui seront votées notamment pour favoriser l'émergence des jeunes. Alors, en parlant de la proportion de jeunes maliens sans activité professionnelle ou éducative, quand on prend la tranche des 18-35 ans, on parle de 29% des jeunes, donc sans activité professionnelle ou éducative. Ces chiffres quand même sont assez impressionnants quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire au Mali. Le Mali est un pays qui a beaucoup de potentiel. Et aujourd'hui, nous, par exemple, de notre côté, peut-être pour tirer un peu la couverture, nous, en 2022, nous avons accompagné, formé plus de 1000 jeunes pour les orienter vers l'entrepreneuriat et d'autres vers l'employabilité. Mais on ne peut pas tout faire en tant qu'incubateur, raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il fallait aussi qu'on puisse avoir un certain écosystème beaucoup plus amélioré qui nous permettrait d'accompagner les jeunes. Et dans ce sens aussi, on a aussi une nouvelle ouverture qui est de développer notamment des programmes de formation et d'accompagnement en langue locale, pour aussi atteindre ces cibles de jeunes qui n'ont pas un certain niveau scolaire assez élevé, qui peuvent d'ailleurs, et qui d'ailleurs je pense sont une très forte base de notre économie locale. Voilà. Alors on va bien sûr revenir en détail sur vos initiatives au niveau de vos structures respectives, mais madame, monsieur, on va s'arrêter un instant sur la tranche d'âge qu'on vient de voir tout à l'heure, 18-35 ans. C'est une tranche d'âge qui représente déjà, du point de vue démographique, plus de 35% de la population. Et c'est une tranche d'âge où on retrouve 29% des jeunes qui sont sans aucune sorte de formation.
C'est un chiffre qui est alarmant et qui nous montre justement qu'il y a véritablement des efforts, voire même un sursaut à faire pour pouvoir apporter des perspectives en fait à ces jeunes qui sont pour le moment du coup à la merci du banditisme, de la délinquance, du djihadisme et de tout ce qui est et de tous les maux de notre société. Et donc finalement, ce sont des jeunes pourtant qui sont là et qui sont pour la plupart, j'imagine, aussi valides et qui représentent en fait une main-d'œuvre réelle que le Mali doit pouvoir exploiter pour pouvoir porter son projet de croissance. Mais justement, est-ce que vos structures ont des offres à leur endroit ou c'est ceux qui ont un certain bagage intellectuel, une certaine formation, une certaine qualification? Et je me permets de vous taquiner un peu avec cette question. Il faut. Nous, on l'assume vraiment. C'est vrai que nous, nos programmes, nos accompagnements, nos services sont quand même dédiés à des entreprises et à des entrepreneurs qui ont un certain niveau scolaire et qui sont capables justement d'arriver, de comprendre la logique d'une entreprise déjà, juste la logique d'une entreprise. Donc effectivement, on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'intervenir sur des jeunes qui n'ont aucune qualification. On s'est lancé un challenge il y a un an de faire un lexique de l'entrepreneuriat en bambara. Justement, la vocation, c'était de se dire pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat ne devrait être enseigné qu'en français ou en anglais. Et puis même en français, on utilise des mots anglais. Et donc nous, on s'est dit, on va s'amuser, entre guillemets, mais c'était pas pour s'amuser, parce qu'on veut vraiment aussi pouvoir apporter ces notions-là, ces connaissances-là à un public qui n'a pas accès à la langue française. Mais le travail est encore long. Nous, c'est juste une petite goutte qu'on a apportée à ce travail-là, mais c'est colossal. Le niveau minimum pour intégrer, ou du moins pour bénéficier de vos services, c'est lequel? Le niveau d'études minimum? Bon, actuellement, je pense qu'on n'a pas besoin d'un niveau d'études. Mais à l'époque, c'était plutôt le cap. On allait sur le cap parce qu'on avait beaucoup de programmes qui étaient en français, donc il fallait comprendre un peu comment ces programmes fonctionnent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on essaie de développer des modules en langue locale. Et on travaille d'ailleurs avec des entrepreneurs qui n'ont pas étudié actuellement, qui est une nouveauté pour nous en 2023. On essaie d'adapter les programmes en langue locale. Et une fois qu'on aura ces programmes, tout le monde peut y adhérer. Quittons un peu le cadre du Mali pour voir un peu au niveau de l'Afrique comment le chômage des jeunes se présente. Et à ce niveau, il faut dire que les chiffres sont toujours alarmants. On parle du chômage des jeunes à hauteur de 60% de la démographie africaine, sachant que les jeunes représentent plus de 77% justement de la population africaine. Je pense qu'on a vraiment besoin de programmes macro qui seraient portés par des organisations supranationales, pourquoi pas l'Union africaine. Je sais que l'Union africaine fait des efforts dans ce sens-là, mais il faut vraiment un plan Marshall pour le chômage, pour lutter contre le chômage en Afrique. Même si, ça va faire maintenant des décennies que les chiffres, on en parle. Les chiffres progressent certainement, mais est-ce qu'on a véritablement mis en œuvre toutes les conditions? Est-ce qu'on a véritablement investi tout ce qu'on pouvait investir pour apporter des solutions durables? Là, je pose la question. Il y a le programme Tony et Lumelu qui est là, qui appuie aussi, mais ce n'est pas suffisant, j'imagine. Non, ce n'est pas suffisant. Et en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est plutôt avoir des Tony Lumelu, mais sur le plan local. C'est bien dit. Mais Madame, monsieur, on va poursuivre justement en regardant cette autre donnée qui va nous emmener cette fois-ci à parler de l'emploi formel créé en Afrique. Par an, on parle de 3 millions d'emplois formels qui sont créés chaque année en Afrique. Mais vous allez voir le problème. Le problème, c'est qu'il y a entre 10 et 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi en Afrique pour 3 millions d'emplois seulement. Oui, les chiffres quand même disent la réalité et c'est difficile de voir ces chiffres et de ne pas se poser des questions existentielles. Aujourd'hui, je pense qu'on peut, depuis l'université, peut-être revoir un peu la philosophie au fait des jeunes étudiants qui sont beaucoup plus préparés à l'emploi
où on peut vraiment intégrer un gros volet qui est lié à l'entrepreneuriat, où ces jeunes peuvent sortir avec deux gros bagages. Un bagage pour quand je peux travailler, un autre bagage pour j'essaie d'entreprendre, pour apporter une solution à ma communauté. Donc je pense que ça peut résoudre au fait le problème de l'emploi. Nous, à notre niveau, selon les statistiques qu'on a, la plupart des jeunes qu'on aide à financer, notamment à travers le programme FACEJ, arrivent à créer au minimum 2 voire 5 emplois. Donc déjà, si ces jeunes arrivent à créer leur entreprise et à recruter pour ça, ça peut beaucoup impacter ces chiffres-là dans les 5 années à venir. Un quart de ces jeunes qui trouvent un emploi formel. Les chiffres sont très bas, c'est réel. Après, il faut toujours les contrebalancer avec les moyens qui sont mis à disposition des entreprises et les facilités qui sont mis à disposition des entreprises pour leur permettre de créer ces emplois formels. Parce que les chiffres, en fait, montrent aussi qu'il y a une difficulté dans le secteur formel de créer ces emplois formels parce que les entreprises ne sont pas favorisées, elles ne sont pas aidées pour créer ces emplois formels. Et puis de l'autre côté aussi, je pense qu'il faut aussi voir l'apport du secteur informel dans la création d'emplois parce que même s'ils ne sont pas formels, ils pourvoient des emplois et surtout au Mali, le secteur informel est peut-être même le premier générateur ou créateur d'emplois. Et je pense qu'il faut aussi qu'on revalorise aussi ce secteur formel-là et qu'on permette justement à ce secteur informel de devenir formel pour qu'on puisse voir véritablement leur apport dans la résolution de cette question du chômage. Quand on parle d'entreprendre, certains disent qu'il leur est difficile d'entreprendre à cause des principales raisons on va voir dans cette infographie. On parle bien sûr de l'accès, et ça c'est l'éternel problème, on en a débattu ici à plusieurs reprises, on parle de l'accès aux capitaux, donc financement. D'aucuns parlent de corruption, formaliser son entreprise, l'incertitude liée à l'environnement des affaires, notamment dans les pays en crise, un peu comme le nôtre, ou encore la réglementation rigoureuse. Néné Keita. Pour moi, l'accès au capital, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le premier obstacle. La priorité d'une entreprise, c'est de générer des revenus avec le produit ou le service qu'elle veut commercialiser. Les financements, bien sûr, on peut pas dire que ce n'est pas nécessaire, qu'on n'en a pas besoin. Mais il faut en fait inverser l'ordre des priorités et d'abord justement se concentrer sur la création d'un produit ou d'un service qui va rencontrer une clientèle, qui va rencontrer un marché. Et en fait, c'est l'entreprise qui crée l'argent, c'est pas l'argent qui crée l'entreprise. Et je pense que pour beaucoup, il y a cette incompréhension, ce malentendu même chez beaucoup de jeunes qui mettent justement d'abord l'accès au capital comme première priorité avant de mettre justement la pertinence du produit ou du service comme priorité. Mais quand on parle de corruption, comment est-ce que ça peut se matérialiser pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat ou qui voudrait se lancer? Aujourd'hui, quand même au Mali, avec les facilités que nous avons, j'ai du mal à voir l'aspect corruption dedans. Mais peut-être lors des recherches de financement ou peut-être des opportunités de marché. C'est-à-dire là, en ce moment, on peut beaucoup plus faire allusion à la corruption. Alors, par rapport au climat des affaires, est-ce que, tous on connaît le contexte sociopolitique dans lequel on se trouve actuellement, est-ce que vous diriez que c'était un contexte qui, peut-être que je ne vais pas utiliser favorable, mais disons que c'est un contexte qui permet tout de même à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat à le faire? Moi, je pense que si, parce que déjà, l'un des principes de base pour entreprendre, c'est qu'il faut identifier clairement ce qu'on veut faire. Et identifier clairement ce qu'on veut faire passe par des techniques. C'est-à-dire, il faut identifier les problématiques que la société actuelle a. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, tu ne peux pas lancer un projet si tu n'as pas fait une étude sur ton environnement et comprendre réellement est-ce que le besoin de la société correspond au produit que je leur propose. Donc, à partir de là, on peut forcément, dans n'importe quel type d'environnement, pouvoir créer de la valeur ajoutée et développer son projet. Néné Keita. Je pense que l'incertitude de l'environnement des affaires au Mali, en fait, disons que ça a double tranchant. C'est une opportunité parce que justement, on est quand même dans des économies où finalement l'informel n'est pas illégal.
on peut se lancer on peut lancer une activité informelle sans pour autant être dans l'illégalité. Et donc quelque part, ça offre des opportunités, des facilités à ceux justement qui veulent peut-être tester une activité sans avoir à se formaliser et être en règle dès le départ. Mais ensuite, lorsqu'on veut véritablement maintenant aller plus loin, passer à une étape de développement, là bien sûr il faut passer vers la formalisation. Donc il y a cette opportunité-là qui est due à l'incertitude justement de l'environnement des affaires. Et de l'autre côté, c'est lorsqu'on veut se formaliser et qu'on veut passer justement à une entreprise et à une organisation formelle, que là par contre l'environnement des affaires au Mali devient complexe, voire même et peut-être même un frein au développement des petites entreprises. Alors avant de parler bien sûr des préalables pour entreprendre, est-ce que vous, entrepreneurs, vous avez des facilités étatiques? Effectivement, il y avait une tentative qui avait été lancée en 2019, Eric, tu me corrigeras, du Startup Act, qui était justement une loi pour encadrer les startups, les structures d'accompagnement et qui pourrait justement permettre d'offrir ce cadre-là pour pouvoir permettre le développement justement et des startups mais aussi des structures d'accompagnement. Et ça, c'est un outil dont on aurait besoin effectivement pour qu'on puisse avoir en fait un traitement privilégié en fait de ces startups qui ont des besoins qui sont très spécifiques au départ et que le cadre actuel des entreprises en général ne permet pas. Et donc ce dont on a besoin pour faciliter l'entrepreneuriat, c'est d'avoir justement un cadre privilégié avec des conditions privilégiées, avec des aménagements privilégiés pour ces startups. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'une entreprise au Mali est une entreprise, qu'elle ait 2 mois d'activité ou qu'elle en ait 10, une entreprise est une entreprise. À la seule différence, pour être vraiment exhaustif, qu'il y a quand même une année d'exonération qui existe et qui est... Pardon ? De la patente. De la patente, voilà. De la patente, mais voilà, qui est une micro-facilité, mais elle existe quand même, elle a le mérite d'exister. Eric Aboubé. Bon, je rejoins carrément Néné, je pense que Néné a tout dit. Et peut-être pour compléter ce qu'elle dit, aujourd'hui, ils ont repris les travaux sur la Startup Act. Donc forcément, je pense qu'on aura des échos bientôt par rapport à ça. Les difficultés financières sont souvent évoquées par les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Écoutons ce point de vue. Ce que nous faisons à Zira Capital, c'est justement de proposer des ressources financières longues aux entrepreneurs. Cela fait toute la différence dans la mesure où aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur, que vous souhaitez financer votre activité, les choix qui s'offrent à vous, c'est généralement les banques commerciales de la place, qui ont des instruments de type couverture de trésorerie. Souvent, ils peuvent aussi efficacement vous accompagner dans vos opérations d'import, etc. Mais toutefois, on s'est rendu compte que ces acteurs qui sont là, pour vous accompagner dans des projets de type investissement, par exemple, si vous souhaitez acquérir des équipements pour l'aménagement de votre usine et que vous avez besoin de faire des investissements sur une période qui peut aller jusqu'à 3-4 ans, ce type d'instrument n'est pas très adapté. Alors là où nous nous distinguons, c'est que nous nous proposons d'accompagner nos entreprises, les PME qui sont nos partenaires, sur au moins une durée de 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, nous nous engageons à travers un pacte d'actionnaires à rester dans leur capital en tant qu'actionnaire minoritaire. Donc ça veut dire que ces ressources sont à leur disposition pendant au moins 5 ans, de sorte qu'elles puissent en toute sérénité procéder à leurs acquisitions, procéder au renouvellement de leur parc de matériel, etc. Et leur permettre aussi de consolider cet investissement pour que ça génère des flux qui vont être consolidés sur la durée, de sorte que l'investissement puisse produire effet avant qu'on puisse perturber tout ce cycle avec des remboursements qui interviendraient dès la première ou la deuxième année de l'investissement. C'est en cela qu'on se distingue véritablement, parce que si vous passez par des prêts classiques, généralement au bout de 24 mois, 30 mois, il faudrait complètement l'avoir amorti.
parce qu'on n'a pas de véritable banque d'investissement sous nos latitudes. On se lance d'abord dans l'entrepreneuriat par vocation avec ses fonds propres ou on se lance dans l'entrepreneuriat en prenant le crédit avec son voisin ou la banque? Là, je dirais que tout dépend des possibilités de la personne. Si elle a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du love money avec la famille, mais très bien, je pense que toutes les sources de financement sont acceptables tant qu'elles restent tant que l'entrepreneur est en capacité de pouvoir répondre aux engagements de ce prêt ou de ce crédit, etc. Si c'est du love money, peut-être qu'il y a un peu plus de flexibilité. Si on prend des engagements auprès d'une banque, là, il faut véritablement être sûr de l'engagement qu'on prend et surtout des projections qu'on fait quant aux résultats de l'entreprise. Peu importe d'où proviennent les fonds. Bon, comme Néné l'a souligné, c'est important d'assumer les responsabilités de l'origine des fonds. Mais nous, ce que nous conseillons généralement aux entrepreneurs, c'est d'abord de voir le volet apport personnel, sans pour autant faire appel aux institutions financières d'abord, parce qu'on sait que déjà il y a assez de rigueur là-bas, et aussi il y a des engagements aussi qu'il faut fournir, peut-être que les entrepreneurs n'ont pas. Donc aujourd'hui, il y a 3 principaux volets de financement qui existent, ce qui est l'apport personnel, les financements bancaires et notamment aussi les subventions qui sont fournies par certaines institutions pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais nous optons beaucoup plus pour l'apport personnel d'abord. Ceux qui veulent se lancer, qui viennent vous voir, ils vous disent quoi? Ils nous disent d'abord qu'ils ont une idée de projet. On dit il n'y a pas de souci, vous pouvez passer, on en discute. Et généralement, en fait, on a une série de questions pour déjà comprendre l'origine de l'idée de projet et voir est-ce que ça répond à une problématique donnée au niveau de son environnement proche. Et à partir de là, nous leur faisons savoir qu'il faut déjà maîtriser son produit à travers peut-être des formations, tout passe par la formation, et aussi comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc à partir de là, au fait, nous offrons la possibilité à ces jeunes-là d'intégrer nos différents programmes, vu qu'aujourd'hui, malheureusement au Mali, on n'a pas encore cette faculté pour l'entrepreneur de financer ses formations. Donc, on est obligé de passer par différents types de programmes qui financent ces formations pour ces jeunes. Donc, on les fait intégrer à nos différents programmes pour qu'ils puissent bénéficier des formations de façon gratuite. Et à partir de là, on l'aide à implémenter son idée de projet. On ouvre le réseau pour voir un peu si on peut mettre à disposition des coachs et des ouvertures vers des financements. Et tout ça, au fait, est cadré et financé par des bailleurs de fonds. Néné Keita, je veux me lancer, j'ai mon projet, j'ai besoin de votre accompagnement. Comment ça fonctionne? Alors, nous, avec Yelema Consulting, on est vraiment positionné sur des entreprises qui ont déjà quelques années d'activité. Donc, quand on est à ce stade-là, on va plutôt justement les réorienter vers Impact Hub et après les récupérer 2 ou 3 ans après. Voilà. Et donc, à partir de là, on va plus les accompagner maintenant sur leur stratégie de croissance, maintenant sur la structuration, le renforcement de l'entreprise. C'est pour ça qu'en fait, notre travail est complémentaire. Et c'est ça dont on a besoin en fait dans l'écosystème. On a besoin de complémentarité, que tout le monde ne fasse pas la même chose et qu'on arrive à accompagner une entreprise du stade embryonnaire jusqu'au stade où elle sera la future, la multinationale. Ouais. Depuis 2015, l'accompagnement au niveau d'Impact Hub, ça donne quoi? Ça donne en moyenne 1000 jeunes formés par an et plus de 100 entreprises accompagnées chaque année, notamment dans des programmes d'accélération aussi, et des financements qui avoisinent 100 millions. L'année surpassée, on était à peu près à 300 millions de fonds levés et l'année passée, on est à plus de 130 millions de fonds levés. Aujourd'hui, au fait, il ne suffit pas de financer les entreprises, il ne suffit pas de leur donner des fonds. Il faut les accompagner sur plusieurs volets. Et l'un des volets, c'est les ressources humaines, par exemple, où on les accompagne aussi à bien manager leur entreprise. Donc, le travail, il est permanent. Et ça nous permet aussi de suivre l'entreprise dans son évolution. Et à chaque étape de l'évolution, comme Néné l'a souligné, à chaque étape de l'évolution de l'entreprise, elle a forcément besoin de quelque chose, soit d'un fonds supplémentaire, soit d'une ouverture sur un marché. Et ça, nous sommes là pour répondre à ça. Merci Eric Agbogbe. Je rappelle que vous êtes directeur associé chargé des opérations à Impact Bamako. Dans la seconde partie d'émission, nous parlerons des éléments essentiels à avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse, on se retrouve dans une poignée de secondes.
Rebonsoir et merci de nous retrouver dans cette seconde partie de Entreprendre, consacrée au préalable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci Néné Keita d'être restée sur le plateau. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et directrice générale de Yelema Consulting. Avant de recevoir un nouvel invité, je vous laisse suivre notre cas d'école consacré au Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, FACEJ. Le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, FACEJ, a été mis en place au Mali en 2019 par l'ambassade du Danemark en collaboration avec celle des Pays-Bas. En seulement 4 ans, le FACEJ a réussi à s'imposer comme le programme le plus dynamique et le mieux structuré du pays en matière d'appui aux jeunes de 18 à 35 ans dans la création et le développement de leur entreprise de Bamako à Kita, en passant Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. À ce jour, le FACEJ a accompagné plus de 1200 micro ou petites entreprises en matière de création, d'information, de formation et d'accès au financement. De façon concrète, le FACEJ sélectionne des jeunes évoluant dans tous les domaines d'activité, excepté le commerce. Une fois cette étape franchie, ce programme les outils sur l'entrepreneuriat, la structuration du business plan et prend des dispositions auprès des banques et microfinances partenaires pour que des prêts préférentiels leur soient accordés. Pour mener à bien ces missions, le FACEJ s'appuie sur ses partenaires de mise en œuvre tels que les incubateurs, les bureaux d'études, les centres de formation professionnelle et les structures financières. Dans un souci de promouvoir l'égalité des genres, dès son lancement, le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes s'est donné comme objectif d'atteindre 40% de jeunes femmes entrepreneurs sur le nombre d'entreprises à créer et à appuyer. Cet objectif a été largement atteint, à en croire un responsable. C'est dans cette dynamique qu'en novembre 2021, la première édition de FACEJ Sougou, la foire des jeunes entrepreneurs du Mali, a été lancée. La deuxième édition s'est tenue du 24 au 27 novembre 2022 aux berges du Palais de la Culture et a permis à 250 entrepreneurs évoluant dans divers secteurs d'exposer leur savoir-faire. Le FACEJ est donc mis en place depuis 2019. Si on devait faire un mini-bilan, que serait-il? Le FACEJ, c'est le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Je dis bien fonds d'appui. Si vous regardez un peu la problématique que vous avez évoquée tout de suite, le FACEJ est né à la suite d'un problème évoqué par les incubateurs, Impact Hub, Donelab, Diaspo en son temps, pour dire qu'ils ont des projets, ils ont de très bons projets, mais il manque quoi? Il manque le financement. L'argent, quelquefois, est le nerf de la guerre. Où on trouve l'argent à la banque. L'ambassade royale du Danemark, à travers ses partenaires, a dit nous pouvons initier ce projet-là avec vous. C'est comme ça que le FACEJ est né en 2019. Et lorsque le FACEJ est né, il fallait trouver un gestionnaire du FACEJ. C'est en ce moment que SUSContact Bonnefontaine gère ce projet. Et il fallait également trouver un mécanisme de gestion à distance. C'est-à-dire c'est du faire-faire. C'est pourquoi vous avez les incubateurs, les ONG, les bureaux d'études qui font ce travail d'accompagnement des jeunes. C'est eux qui identifient les jeunes, c'est eux qui montrent les business plans, c'est eux qui suivent après les dossiers pour 18 mois, pour 12 mois, selon que vous soyez start-up ou entreprise en croissance. Mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, des jeunes ont des idées de projets. Oui. Comment ils font? Ils viennent directement voir comment ça se passe? Oui, c'est pourquoi je parle du dispositif déjà mis en place. Le dispositif, c'est que les jeunes passent voir ce qu'on appelle un facilitateur. Les facilitateurs, c'est les Néné, c'est les Eric là, voilà, plusieurs personnes qui accompagnent les jeunes. Et c'est notre prestataire. Au niveau du gestionnaire, on les appelle, nous, nos prestataires. C'est qui identifient les jeunes, qui montrent le dossier du plan d'affaires. Et les jeunes ne passent pas comme ça. Les jeunes, avant, une fois le business plan en main, passent voir au niveau du FACEJ sur un comité de sélection. Contrairement à beaucoup de programmes que j'ai vu passer, cette fois-ci, c'est le jeune lui-même qui vient défendre son projet. Il ne vient pas défendre en pitch, il vient défendre en plan d'affaires. Le business plan est conçu, bien conçu, bancable, il vient le défendre.
Et lorsqu'on estime que le dossier est bon, le dossier passe à la phase suivante. La phase suivante, c'est les mécanismes de financement auprès des banques. Nous avons des banques partenaires, c'est pas si je peux vous permettre de les citer ici. Non, on ne va pas faire de publicité. Voilà, Je ne veux pas avoir le point avec le service commercial. Donc on a des banques partenaires, on a même le fonds du secteur privé qui accompagne. Donc tous ces mécanismes-là sont mis en place pour que les jeunes soient dans les conditions d'avoir un financement. C'est un peu ça le FACES. Après, il y a tout un mécanisme de suivi après qui est mis en place. Voici un peu l'esprit du FACES. Néné Keita, comment est-ce que vous travaillez avec une structure, un programme comme le FACES? Comme Ali l'expliquait, donc les facilitateurs sont en fait des partenaires du programme qui ont pour responsabilité, qui ont comme rôle donc, de présenter des projets, et lorsque le projet est validé, ce même facilitateur doit accompagner maintenant l'entrepreneur dans la mise en place, si c'est une start-up, ou dans le déploiement de son projet de croissance, si c'est une entreprise qui est déjà en activité. Et donc les facilitateurs sont des prestataires en fait de Swiss Contact, et donc doivent rendre des comptes à Swiss Contact dans le cadre de l'accompagnement des entreprises qui sont suivies. Alors, une fois que le jeune, son projet, vous avez trouvé que c'est bancable, vous décidez de l'accompagner, on lui octroie un crédit, comment ça se passe justement par rapport à cette question du crédit? C'est vous qui donnez toutes les facilités, toutes les garanties au niveau des banques? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, justement, c'est nous qui donnons toutes les garanties au niveau des banques. La problématique, c'est que les jeunes de la tranche d'âge, on a vu tous les tranches d'âge, c'est la tranche d'âge de 18 à 35 ans, généralement qui n'ont pas de revenus, qui se disent qu'ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas la garantie. S'ils partent auprès des banques, on va leur dire amener la garantie, ils n'ont pas de garantie. Donc le FACES se porte en garantie à 100% de leur projet. Si vous êtes start-up, le FACES garantit à 2 millions. Si vous êtes entreprise en croissance, comme Néné le souhaite vivement, c'est jusqu'à 5 millions. Et au-delà, si vous voulez aller, vous avez un projet réellement innovant, stimulant et tout, vous voulez aller même à 20 millions, nous avons d'autres partenaires comme le fonds du secteur privé qui vous accompagnent. Donc ça veut dire que ce n'est pas limité. Mais à la limite, si vous voulez, on met en place un fonds de démarrage pour permettre aux jeunes d'amorcer. Mais ce fonds est restitué après. C'est ce qui est très intéressant. Mais c'est juste voir comment les jeunes vont se comporter sur le terrain. Est-ce qu'il sera en mesure de travailler et de rembourser correctement la banque? Une fois le remboursement fini, cette subvention lui revient. Aujourd'hui, nous sommes en termes de défi dans la remise de ces subventions-là. Au départ, 2 ans, d'aucuns pensaient que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette mise en œuvre des subventions qu'on leur donne. Non seulement, au départ, on leur fait ce qu'on appelle une prime. On donne une prime qui va aller jusqu'à 1 million. On leur donne le fonds de 2 millions. Et puis, à la fin, les fonds de 2 millions ou de 5 millions sont restitués, conformément que l'entreprise soit en activité. Ça, c'est la règle fondamentale. On a mis en place une commission aujourd'hui qui siège et qui est regardant sur ces questions-là. Voilà. Mais au niveau du taux d'intérêt, est-ce que là aussi il y a une facilité par rapport, parce que la problématique aussi des jeunes, d'après ce que j'ai pu comprendre, arrêtez-moi Madame Keita si je me trompe, c'est aussi le taux d'intérêt qui, selon les entrepreneurs, serait très élevé au Mali. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez résorbé cette problématique? Justement, tout a été négocié avec les banques partenaires. C'est pourquoi je parle de banques partenaires. On ne vient pas seulement, le FACES n'est pas dans toutes les banques. Quand vous venez à FACES, même si vous avez un compte, on vous dit allez-y ouvrir un compte chez une de nos banques partenaires pour bénéficier de ces facilités-là. Voici un peu l'intérêt. Tout a été négocié au niveau de nos banques partenaires. C'est pourquoi vous verrez que, sauf si vous-même vous tombez dans les impayés, il n'y a pas trop de problème à faire. Les facilitateurs qui est Néné les accompagnent jusqu'à la mise en œuvre du projet, jusqu'au suivi final. Voilà un peu le mécanisme. On va voir quelques préalables pour entreprendre. L'un des premiers préalables, c'est savoir le type d'entreprise que vous souhaitez créer. Le deuxième préalable, savoir le produit ou le service que vous voulez proposer et savoir la clientèle que vous ciblez. Je ne sais pas s'ils ont été mis par ordre de priorité, mais pour moi, la priorité des priorités, c'est de savoir quel produit ou quel service vous voulez proposer. Parce que c'est l'âme de l'entreprise, en fait, le produit ou le service. C'est ce qui va faire que l'entreprise va réussir ou échouer. Et donc, ça, c'est la priorité. La deuxième, ensuite, c'est de savoir à qui vous allez proposer ce service. Mais de toute façon, les deux sont liés. Un produit ou un service est pensé et conçu pour une clientèle. Et en dernière position,
savoir le type d'entreprise que vous souhaitez créer. Par type d'entreprise, je ne sais pas si on entend la structure juridique, la forme juridique, mais ça vient en dernière position parce qu'il s'agit juste de choisir le statut juridique en fait, qui est adéquat par rapport aux ambitions de l'entreprise. Et ça aussi c'est une étape en tout cas à ne pas négliger, parce que lorsqu'on arrive à se projeter et qu'on a une vision sur du long terme, il faut aussi que sa structure juridique puisse porter en fait cette vision. L'entreprise individuelle, par exemple, c'est adapté lorsqu'on démarre et qu'on n'a pas forcément les moyens ou alors envie d'avoir trop de contraintes administratives ou juridiques. Pour démarrer, c'est très adapté, c'est très flexible. Maintenant, si on a une vision plus sur le long terme et par exemple qu'on est une start-up innovante et qu'on veut lever des fonds, qu'on veut faire entrer des associés, des investisseurs, peut-être qu'on va plus réfléchir à la SAS, donc la société à action simplifiée, qui est beaucoup plus flexible justement dans son mode de fonctionnement pour pouvoir ouvrir son capital à des investisseurs par exemple. Mais ça, effectivement, il faut aussi avoir cette réflexion en amont sur où est-ce que je veux être dans 5 ans et quel statut correspond potentiellement à ces ambitions. Monsieur Kaba, tout à l'heure, j'ai entendu dans le cas d'école que vous ne financez pas, vous n'accompagnez pas le secteur du commerce. Oui, le commerce, c'est justement par rapport à la valeur ajoutée. On s'est dit acheter pour revendre, quelle est la valeur ajoutée sur le Mali, sur la population. On veut des entreprises qui produisent sur le terrain, qui produisent de la valeur ajoutée. C'est dans ce sens. Mais exceptionnellement, nous travaillons avec le e-commerce, par exemple. Le e-commerce est éligible. Le e-commerce, si ça intervient dans le cadre d'une innovation pratique, est éligible. Voilà. Des éléments essentiels à savoir et surtout à maîtriser lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. On parle de l'innovation. Il faut savoir, un entrepreneur doit savoir innover, il doit savoir communiquer, il doit avoir un bon réseau et tenir une comptabilité et surtout faire preuve de résilience. Là aussi, votre avis de spécialiste? La 5e place, pour moi, je lui donnerais la première place, surtout au Mali. Faire preuve de résilience, c'est la base de tout. C'est le mindset qu'il faut pour un entrepreneur. Aujourd'hui, la résilience, c'est même plus un choix. C'est une nécessité. Et qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, mais encore plus peut-être quand on est entrepreneur. Parce qu'on est dans un contexte, on vit des moments historiques où on sait qu'on peut être déstabilisé et bouleversé à tout moment. Et donc il faut savoir retomber sur ses pattes. Et pour ça, il faut de la résilience. Et ensuite, en deuxième position, pour ne pas refaire tout l'ordre, mais je mettrais l'innovation, effectivement, c'est important. C'est important dans une économie où justement c'est le commerce qui domine. On a besoin d'innovation, nous, aujourd'hui, pour pouvoir véritablement créer de la valeur ajoutée qui va véritablement être un moteur ensuite de croissance de l'économie. Pour renforcer ce que Néné dit, je pense que nous sommes aujourd'hui le FACES est à Gundam, Diré, Tombouctou. Moi, je vous avoue, si vous partez dans ces zones-là, nous avons des jeunes dames que nous avons financées à Diré qui font d'excellents boulots. C'est basé sur de la résilience. Au FACES, nous mettons l'accent un peu sur l'innovation. Mais cette fois-ci, quand vous partez à Tombouctou, à Diré, à Gundam, vous êtes obligé de travailler avec ces dames-là dans des conditions très difficiles. Elles travaillent dans des conditions... Elles n'ont jamais travaillé avec les banques. C'est leur première expérience avec les banques. Mais ça a réussi. On avait eu des doutes au départ, mais nos meilleurs projets aujourd'hui se trouvent dans ces zones-là. Ce n'est plus à Sikasso, ce n'est plus à Bamako, mais c'est dans ces zones-là. Et c'est des dames qui tirent l'élan. C'est un peu étonnant. Mais elles sont résilientes, elles se battent avec les moyens de bord. Ça, je voulais juste renforcer ce qu'il Néné dit. Mais quand on parle du réseautage, le networking, pour reprendre un peu l'expression des anglophones, c'est aussi important d'avoir des bons contacts, être au bon endroit, avec de bonnes personnes pour développer son business d'affaires. Et j'ai comme l'impression que c'est un aspect qui n'est pas très prisé chez certains. Non, c'est très important, le réseautage, construire autour de soi un réseau de personnes qui peuvent vraiment, de personnes ressources, qui peuvent nous aider à développer notre activité, débloquer des situations lorsqu'on en a besoin. C'est fondamental. Pour moi, justement, je le mettrais en troisième position. Et par réseautage, par contre,
je pense qu'il faut être très clair, il faut faire la distinction, parce qu'au Mali, quand on entend réseau, on va tout de suite penser à piston. Connaître la bonne personne dans telle administration, dans telle institution. Le réseautage, c'est pas ça. Le réseau, c'est pas ça. Le réseau, ce sont des gens qui se produisent en fait de la valeur mutuellement. C'est-à-dire que le réseau, ce sont des gens à qui on va échanger en fait des services, des faveurs, et qui vont se produire justement de la valeur ajoutée mutuellement. Alors que le piston, c'est plutôt je vais peut-être payer ou alors faire quelque chose pour obtenir quelque chose que je n'aurais peut-être pas autrement. C'est différent. Et pour une entreprise, pour un entrepreneur, ce dont il a véritablement besoin, et surtout ce qui est durable, c'est son réseau. Je suis parfaitement d'accord. Seulement, ce n'est pas bien compris chez nous. Franchement, il faut le reconnaître. Le social prend parfois le dessus pas forcément le social, c'est l'attitude même, quoi. En fait, nous aimons travailler seuls. Les gens n'aiment pas travailler avec d'autres en se disant qu'ils vont nous copier, etc. La concurrence fait que tout le monde pense qu'il est le plus fort. Mais nous, on a tenté au niveau du facette de les mettre en réseau. Ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Ne serait-ce que pour le partage de l'information, pour le partage du produit, pour le partage du marché. Si vous travaillez dans ce sens-là, je pense qu'il s'il y a un intérêt commun, les jeunes seront obligés de venir vous voir, s'ils ont un intérêt commun. Voilà un peu. Tenir une comptabilité, là, diront certains, c'est le nerf de la guerre. Vous qui êtes des spécialistes, vous dites quoi à ces personnes-là qui veulent se lancer et qui veulent tout gérer ou qui gèrent tout déjà? Nous avons une formation en gestion d'entreprise, nous avons une formation en éducation et inclusion financière que nous faisons dès le démarrage du projet. Une fois que le projet est validé et que ça devrait être financé, on fait cette formation-là. Mais force est de reconnaître que sur le terrain, quelquefois, les outils, les jeunes les oublient. Quand vous leur posez la question, pourquoi vous n'utilisez pas les outils? Tous les outils sont là, Néné les donne tous les outils. Tous les outils sont sur place. Les auditeurs passent, ils voient tous les outils. Mais ce n'est pas pratiqué. Ils ont des masses. Ça aussi, c'est une attitude malienne, quoi, qu'il faut corriger. Les gens ne sont pas trop dans la comptabilité. Les gens ne font pas trop confiance aux chiffres de l'autre. Ça peut venir. Il faut un peu de temps, il faut un peu de formation, il faut un peu d'éducation à ce niveau-là pour que tout le monde soit au même niveau. Mais c'est quand même impératif. Nous, au niveau des programmes, c'est quand même impératif qu'il y ait des outils, même s'ils ne les pratiquent pas. Ceux qui les pratiquent aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Nous avons même au niveau on a même tenté de mettre en place des logiciels de gestion pour faciliter la tâche. Mais ce n'est pas évident. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne veulent pas aller. C'est très très contraignant pour certains. Même ceux qui sont allés, ceux qui ont fait des études supérieures, ce n'est pas facile. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il faut tenir une comptabilité, vous leur diriez quoi? Si vous deviez les coacher. Oui. La comptabilité, au départ, c'est vrai que quand on démarre son entreprise, on est obligé d'être un petit peu tout, de jouer avec différentes casquettes. Au bout d'un moment, lorsqu'on veut véritablement savoir ce que vaut son entreprise d'un point de vue financier, on est obligé d'avoir une comptabilité, parce que la comptabilité, comme son nom l'indique, c'est compter. Et compter, ça veut dire qu'est-ce que vaut mon entreprise, qu'est-ce que vaut mon produit ou mon service. Je peux dire mon entreprise est la meilleure, mon entreprise vend tant, mon entreprise, la qualité de mon produit est bonne, mais finalement, ce que va regarder par exemple un investisseur ou une banque, c'est les chiffres. Et donc la comptabilité, en fait, c'est la base de cette valorisation financière de l'entreprise. Et donc ça, je pense que ça vient souvent, ce qu'on constate, c'est que les entrepreneurs vont commencer et le jour où ils vont être peut-être amenés face à une opportunité d'investissement, là, c'est la panique. C'est la panique parce qu'il faut maintenant qu'on essaie de reconstituer toute la comptabilité de 2 ou 3 ans. Et justement, il faut le commencer dès le départ pour ne pas se retrouver à improviser une comptabilité lorsqu'on sera face à une opportunité d'investissement. On arrive au terme de cette émission. Avant de nous quitter, je veux connaître les préalables, vos préalables pour entreprendre. Celui qui veut se lancer, qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit maîtriser, qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour bien entreprendre, pour que son entreprise justement soit durable dans le temps, que son entreprise se développe encore plus. Pour entreprendre, je pense qu'il faut apprendre. Il faut savoir où on va. Donc se former. Se former. Je crois qu'il y a 3 choses que je mets en avant. Le savoir, après le savoir-faire et en dernière position, le savoir-être. Quelquefois, lorsque le jeune arrive chez nous, il a juste l'idée du projet. Mais il ne sait pas quels sont les enjeux, il n'a pas appris. Vous lui posez la question, est-ce que vous avez telle information? Il n'en a pas. Donc il est mieux qu'il se forme. Après, il faut l'accompagner à la pratique de la formation qu'il vient d'acquérir.
Et en dernière position, lorsque l'investissement est fait, il faut que le jeune se pose des questions. C'est là où les coachs interviennent pour le savoir-être en termes de résultats. Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Qu'est-ce qu'il faut reprendre? Des questions comme ça pour qu'à l'avenir, ils puissent se remettre en cause. La dernière chose que je vais dire, c'est que nos jeunes aujourd'hui sont trop pressés. Il faut le reconnaître. Ils ne se fixent pas d'objectifs. Quand je vais entreprendre, je me fixe un objectif. Dans un an, où est-ce que je serai? Avec le chiffre d'affaires, avec les emplois, etc. Mais ils ne se font pas, pas d'objectifs. Il faut se fixer des objectifs, les atteindre. Et après, tirer les enseignements et avancer. Si vous vous levez un beau matin, parce que simplement, vous devez entreprendre pour avoir de l'argent, vous avez tout raté. On n'entreprend pas pour avoir de l'argent. On entreprend pour acquérir de l'expérience, et c'est à partir de l'expérience acquise qu'on aura de l'argent. C'est ce que les jeunes ne savent pas aujourd'hui. Et franchement, lorsque je vois un peu l'écosystème, si j'ai un conseil peut-être de tonton aujourd'hui à les donner, c'est d'être patient. D'être patient et de respecter... De résilience alors. De résilience, ça c'est un, et de respecter leurs engagements vis-à-vis des autres partenaires, vis-à-vis des banques, à commencer par les banques. Nous avons des cas de cession d'impayés aujourd'hui, vis-à-vis des banques, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de tout le monde. Si jamais vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas une entreprise pérenne. Vous aurez une entreprise qui va durer 1 an, 2 ans, et après qui va mourir. Lorsque vous regardez, ça c'est avec ta permission, les statistiques des entreprises qui meurent, petites entreprises qui meurent, c'est effroyable. C'est presque 50% des entreprises qui meurent avant 10 ans. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Ce qui pourrait l'expliquer, c'est justement ce que je viens de dire, parce que les jeunes ne sont pas patients. Les jeunes pensent qu'on se réveille comme ça, on a de l'argent. Ce n'est pas comme ça. Ils ne se fixent pas d'objectifs. Moi, je préfère être dans 5 ans. Comment je peux être dans 5 ans? Si dans 5 ans, je pense que je peux avoir un chiffre d'affaires de 20 millions, allez-y, je vais travailler timidement, lentement avec mon objectif. Mais je ne me presserai pas. Mais s'ils veulent multiplier les erreurs, c'est dire que c'est parce que je vais tomber, je vais me relever. Comme les coachs les expliquent souvent, je ne suis pas d'accord avec ces penchants. Je pense que... Je ne suis pas coach. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ces penchants-là. Je pense que nous avons un devoir. Notre devoir aujourd'hui, c'est de mettre les jeunes dans les conditions de travail et de l'encadrer. Aujourd'hui, l'encadrement, quelquefois, est limité parce que les jeunes pensent qu'ils connaissent tout. Si les jeunes qui ne veulent pas être encadrés, on ne les encadrera pas. Les préalables pour entreprendre, c'est lesquels à votre avis? Les préalables, je pense qu'Ali en a cité plusieurs. Je pense que le premier, c'est effectivement de savoir pourquoi on entreprend, d'avoir des objectifs et planifier. Planifier justement la mise en œuvre de ces objectifs. En fait, je dirais, on n'entreprend pas par hasard, mais en même temps, on est au Mali, dans le contexte malien, on a 2 types d'entrepreneuriat en fait qui se chevauchent. Il y a l'entrepreneuriat de subsistance, donc pour ceux qui entreprennent justement pour s'auto-employer, pour trouver des moyens, des revenus, et après on a l'entrepreneuriat de croissance. Donc ceux qui créent vraiment des entreprises avec un objectif, avec peut-être même la recherche d'un impact social ou environnemental. Et donc disons que pour parler seulement des entrepreneurs de croissance, eux justement doivent avoir des objectifs, les planifier, de la patience, beaucoup de résilience et surtout constamment être dans cette recherche d'innovation, de remise en question. C'est quoi, où est-ce que je veux être? Comment est-ce que je peux me démarquer? Comment est-ce que je peux passer justement à cette étape-là et être toujours dans cette recherche et dans ce questionnement constant sur comment est-ce que je peux mieux faire, comment est-ce que je peux mieux servir mes clients. Entrepreneuriat, les préalables pour se lancer, c'était le thème de cette émission. J'avais sur ce plateau Ali Kaba. Il est le coordinateur sur les territoires et la qualité de prestation des facilitateurs au niveau du Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Notre invité spécial était Néné Keita, fondatrice et directrice générale de Yelema Consulting. Merci très cher d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.